Bonjour, il y a de nombreux jeunes, ça fait plaisir de vous voir ici. Donc, le thème de la conférence à laquelle vous avez assisté, c'est des discours aux actes, quel choix énergétique à l'heure des transitions. Parce qu'effectivement, on n'a plus le temps de faire semblant, il faut faire des choix énergétiques clairs et compatibles avec l'urgence climatique et mettre en œuvre une planification exigeante. Ça nécessite des arbitrages compliqués, complexes, qui sont pourtant stratégiques. Les choix énergétiques d'aujourd'hui sont des choix civilisationnels. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir 5 spécialistes d'origines très diverses. Donc, tout à droite, mais tout à gauche pour vous. Frédéric Babonneau, vous êtes mathématicien, responsable du Centre d'excellence en matière de chaîne d'approvisionnement à la Kedge Business School et vice-président d'Ordesis, une société suisse de conseil qui fournit des services scientifiques en matière d'optimisation et d'énergie. Je ne me suis pas trompé. Ensuite, Eric Scotto, ça tombe bien, Eric Scotto, donc vous êtes actif depuis 20 ans dans les énergies renouvelables. Actuellement, vous êtes patron d'Acuo, un producteur d'énergie renouvelable. Et en avril 2021, vous avez co-dirigé avec Arnaud Leroy, le PDG de l'ADEME, qui est l'agence de la maîtrise de l'énergie, un livre qui est, je pense, qui peut être une bible, les énergies renouvelables pour les nuls. Et effectivement, en matière des énergies renouvelables, on est souvent des nuls, parce qu'arriver à comprendre les choses, c'est quand même pas simple. C'est assez précieux pour comprendre les enjeux énergétiques d'aujourd'hui. Vincent Etchebert, donc encore, je continue. Vous êtes vice-président développement durable et nouvelle mobilité d'Air France, donc la grande compagnie aérienne française. Et vous êtes également animateur de la fresque du climat. Donc, je ne sais pas si... Qui a fait la fresque du climat ici ? Je vous encourage à la faire parce que c'est vraiment très bien, très intéressant. Donc, la fresque du climat est vice-président de l'association A Tree for You, donc un opérateur de projets de plantation d'arbres en France et dans le monde. Emmanuel H. Emmanuel, l'homme, parce que Emmanuel, ça peut être un... effectivement, vous êtes Emma, donc... Emmanuel H., vous êtes économiste prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle sur les besoins en matières premières. Et vous enseignez la prospective de l'énergie et des matières premières dans de nombreux établissements. Et enfin, Emma Aziza, la seule femme malheureusement, vous êtes hydrologue, vous êtes spécialiste de la résilience des territoires face aux risques climatiques extrêmes. Vous êtes présidente de Mayan Éducation, une association de sensibilisation en milieu scolaire aux enjeux climatiques, et Mayan Labs, une start-up qui vise à massifier la transition climatique. Et on devait avoir parmi nous Jérémy Danicourt, qui est associé au sein d'un cabinet d'études qui s'appelle Ben et compagnie, mais qui est malheureusement souffrant. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, on va commencer par un tour de table, chacun expliquant son point de vue sur son métier, ce qu'il fait, et son point de vue sur la question des choix énergétiques à l'heure des transitions. Le but, messieurs, madame, c'est qu'il y ait le plus d'interactivité, le plus possible d'interactivité entre vous et avec la salle. Donc vous avez chacun, ou un sur deux à un micro, et je pense qu'en appuyant sur le bouton, ça devrait marcher. Et puis on a devant nous 3 ou 4 étudiants, 3 étudiants, qui ont préparé des questions. Donc on leur donnera priorité puisqu'ils se sont inscrits pour poser des questions. Donc bravo. On va commencer par vous avec Frédéric Babonneau. Donc vous avez défini des outils mathématiques qui permettent de définir la transition énergétique optimale, donc arriver à faire en sorte que ce soit le plus efficient possible à l'échelle d'un territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche ? Voilà. Bonjour à tous, merci Vincent pour cette présentation. Merci aux organisateurs aussi et pour cette organisation et puis pour l'invitation à
à ce temps de parole. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis mathématicien de formation et comme l'a justement dit Vincent, il y a de nombreux arbitrages qu'il faut faire pour les décideurs politiques et qui ne sont pas évidents. Voilà. Donc et en même temps, il y a cette urgence climatique et il faut prendre des décisions en termes d'investissement, des investissements lourds qui vont engager la société pour les prochaines décennies. Il faut faire en sorte aussi que les différents acteurs prennent part à cette transition énergétique. Donc, il faut prendre des mesures à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Alors, c'est des problématiques qui sont relativement complexes, d'où la nécessité de s'appuyer sur des outils mathématiques de simulation et d'optimisation qui vont nous donner des indications sur la trajectoire à suivre. Alors, on parle de transition et trajectoire optimale. Évidemment, tout est relatif, hein, mais on essaye en tout cas qu'elle soit optimale au sens du coût sociétal, un coût sociétal qui peut être économique, humain, social, etc. Donc, il y a différents aspects à prendre en compte ici. Et en tout cas, on essaye, au travers des simulations et d'utilisation de ces outils mathématiques, que les décideurs politiques prennent des décisions éclairées quant à la transition énergétique. Voilà. Et donc, c'est des outils qu'on est en train d'utiliser actuellement, par exemple, pour le compte de l'ADEME en France, pour définir ce qu'on appelle la PPE. Donc, la PPE, c'est la planification pluriannuelle énergétique de tous les territoires d'outre-mer. Donc la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Mayotte, etc., même la Corse, qui n'est pas un territoire d'outre-mer pour lequel on travaille. On travaille aussi donc au travers à la fois de la recherche et des activités de conseil. Hein. On travaille aussi pour la Banque mondiale. On vient de faire la transition énergétique pour Zanzibar. On travaille pour l'île Rodrigue, pour la Nouvelle-Calédonie, le Qatar, le Canada, le Chili, etc., etc. Donc ce qu'on observe en tout cas dans toutes ces études qu'on a pu faire et qu'on est en train de faire, c'est qu'il n'existe pas malheureusement une transition, mais bien de multiples transitions qui dépendent des différents territoires. Et c'est ce qui est relativement difficile en fait. À chaque territoire, ses caractéristiques et ces caractéristiques, ses potentiels en énergie renouvelable. Est-ce qu'il y a de la géothermie, de la biomasse, du biogaz? Est-ce qu'on peut développer le PV, l'éolien? Et où est-ce qu'on le fait pour pas que c'est un impact, que ce soit trop stressant pour les réseaux électriques existants? Donc il y a des contraintes techniques qui sont relativement importantes. Et donc c'est vraiment au travers de ces analyses qu'on voit que voilà, les climats aussi sont différents. Donc, évidemment, s'il y a beaucoup de soleil, on va privilégier le photovoltaïque, c'est du vent, etc. Et puis aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le tissu économique, le tissu industriel existant du pays, donc un peu de son histoire. Par exemple, si vous prenez le cas de la France, où il y a une industrie et un savoir-faire, une expertise forte dans le nucléaire et dans l'hydroélectricité, évidemment, la transition énergétique elle va s'appuyer sur ces forces, sur cette expertise. Et évidemment, il faut définir la transition en fonction des forces de chaque pays. Voilà. Ça veut dire que vous rentrez des chiffres, les choses sont quantifiées, c'est-à-dire que vous dites le nucléaire représente telle part de la production électrique, l'hydroélectrique représente telle part, puis ensuite vous mettez, le climat c'est ça, et les évolutions c'est ça. Vous rentrez tout ça dans un ordinateur, ça tourne, et comment ça se passe? Exactement, c'est juste ça. C'est juste ça, donc en fait on essaye de modéliser le système existant tel qu'il est le mieux possible, donc représenter le mix énergétique actuel, et puis il y a des analyses au préalable à faire pour estimer quels sont les potentiels, où est-ce qu'il y a des projets localisés sur le territoire de photovoltaïque, d'éolien, la géothermie, est-ce qu'on pourra produire de l'hydrogène, quels sont les besoins énergétiques actuels et futurs, donc il faut faire des études aussi prospectives en amont pour avoir tous ces chiffres qu'on va rentrer dans les modèles, et les modèles vont nous dire il faut investir dans tel projet à telle échéance pour satisfaire tel besoin énergétique. Donc les besoins énergétiques, c'est quoi? C'est la mobilité, c'est le chauffage, si vous avez besoin d'air conditionné, si l'industrie, l'agriculture, enfin tous les secteurs de l'économie. Donc faire en sorte que toute l'économie d'un territoire soit représentée par des chiffres et des équations, et les objectifs, ça va être d'atteindre un mix 100% renouvelable, une autonomie, et puis un coût minimum pour la société.
Voilà. Après, savoir comment est-ce qu'on va aller dans cette direction concrètement, quelles mesures d'accompagnement des différents acteurs les politiques vont mettre en place, ça c'est encore une autre histoire, mais en tout cas on leur donne la trajectoire vers laquelle aller, la route vers laquelle aller. Et alors je vous disais qu'il y a différentes... alors ce qu'on observe un peu dans tous les modèles, c'est qu'il y a une forte électrification des systèmes. Ça, on n'y passe pas. Et là, il y a voilà, principalement tout le chauffage, beaucoup de besoins énergétiques sont électrifiés. Et puis la mobilité, voilà, dans tous les territoires, toutes les études qu'on fait, on voit qu'on va vers la mobilité électrique. Donc il y en a qui diront que c'est positif, d'autres négatifs, mais en tout cas c'est la seule option qui se présente viable pour l'instant pour nous. Et puis pour le transport de marchandises, où là on a des camions un peu plus lourds, c'est plutôt l'hydrogène. Bon, ça c'est des choses communes à tous les modèles. Après on a des choses un peu qui distinguent les différents modèles. Par exemple, si on s'intéresse au cas de la PPE là, donc avec l'ADEME, ce qu'on est en train d'étudier, donc on est en train de mettre à jour. Donc la PPE, donc la programmation pluriannuelle la planification pluriannuelle énergétique. Donc c'est comment est-ce que les territoires d'outre-mer atteignent l'autonomie et un mix 100% renouvelable à l'horizon 2050. Alors, vous dites, alors pour l'instant on est en train de travailler sur la Guadeloupe et la Martinique. Vous dites, bon, c'est deux territoires qui sont relativement proches, similaires. Mais ils devraient avoir à peu près la même trajectoire, la même transition énergétique. Et quand on fait tourner les modèles, on se rend compte que la Martinique, elle a un mix à l'horizon 2050 qui est environ... Donc le mix, c'est donc la mix, combinaison entre les différentes énergies. Exactement. Merci pour la précision. On a 50% de photovoltaïque et 10-15%, je crois, d'éolien, grosso modo. Et puis le reste se répartit sur les autres sources d'énergie, biomasse, biogaz, etc., etc. Donc il y en a un certain nombre. Et puis si vous prenez le cas de la Guadeloupe là, qui est juste à côté, mais elle développe pratiquement pas le photovoltaïque. Elle a plus de 50% basé sa production d'énergie sur la géothermie. Et puis 20% sur l'éolien. Donc c'est vraiment deux systèmes qui sont très proches géographiquement l'un de l'autre, qui sont comparables, mais avec des potentiels un peu différents, qui fait que la trajectoire entre guillemets optimale qui est proposée par les modèles va être complètement différente. Et ça, c'était difficile à anticiper. Et ça s'explique comment? C'est des choix politiques différents qui ont été faits ou Non, parce que là, on est au-delà des choix politiques. Là, on n'intègre pas les choix politiques, parce que les choix politiques, c'est une limitation qu'on ne veut pas se donner, en fait. Parce que les contraintes des politiques actuelles ne sont pas les contraintes des politiques de demain. Voilà. Pour l'instant, il y a des lois de protection des littoraux, de protection des espaces verts, de protection, etc., qui ont leur raison d'être. Hein. J'ai aucun problème, je ne critique absolument pas. Mais étant donné l'urgence climatique, est-ce qu'on ne doit pas revenir sur certaines de ces lois, de ces mesures qui protègent l'environnement? Est-ce qu'on doit s'interdire d'investir dans des éoliens au titre que ça dénature les paysages? Est-ce qu'on doit s'interdire d'investir dans du nucléaire? Moi, je ne suis pas un fervent défenseur du nucléaire, mais l'urgence climatique est telle que est-ce qu'on doit s'imposer des contraintes qui vont nous empêcher de sauver la planète? Donc, c'est ça le point. Oui, ce qui est quand même curieux, c'est qu'effectivement, il y a à peu près le même ensoleillement en Martinique et en Guadeloupe, sans doute. Je veux dire, Alors oui, alors ce qui fait la différence, c'est les potentiels et puis les coûts. Les coûts des différentes technologies. C'est-à-dire que si on peut investir dans la géothermie a l'avantage d'être une ressource constante. Donc géothermie, je peux expliquer chaque fois parce qu'effectivement c'est... La géothermie, c'est le fait d'aller chercher la chaleur dans le sol. Donc vous creusez dans le sol, vous prenez la chaleur donc, des profondeurs et avec cette chaleur, vous faites tourner des turbines qui vont produire de l'électricité. Donc ça, c'est la manière de produire l'électricité de façon renouvelable, donc sans émission de CO2. Et cette production, elle est constante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de l'ensoleillement, elle ne dépend pas du vent. Au contraire du PV, du photovoltaïque et de l'éolien qui vont pouvoir s'arrêter. Et ça pose des... Oui, photovoltaïque et éolien qui s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Voilà. Et donc il faut s'assurer de pouvoir produire, parce que vous, quand vous allumez votre
votre lumière ou vous voulez faire fonctionner votre ordinateur, vous avez besoin d'électricité. Et peu importe qu'il y ait du soleil ou non. Donc si à chaque fois qu'il n'y avait plus de soleil, on coupait de la lumière ici, ça poserait un problème. Donc il faut s'assurer qu'on ait suffisamment de production d'électricité de manière constante. Et donc la façon de s'assurer qu'on ait toujours d'électricité avec du photovoltaïque et de l'éolien, qui sont ce qu'on appelle des énergies intermittentes, parce que ça peut varier, il faut s'assurer qu'à côté, on ait des moyens de stockage, donc des batteries. Et ça coûte. Alors si on peut investir directement dans des sources, dans des productions qui sont plutôt constantes, on évite des coûts importants. Donc c'est ce qui explique en gros, c'est l'accès à différents potentiels, différents coûts, différentes efficacités de ces technologies qui vont permettre à une technologie plutôt qu'une autre de rentrer dans le mix énergétique. Finalement, les maths, ça sert à quelque chose? Exactement. Exactement. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour parler, mais je vais parler du Qatar, par exemple, parce que on est en pleine Coupe du Monde. Hein, donc, on a travaillé aussi pour le Qatar. Et puis, le Qatar, c'est un territoire intéressant parce qu'il y a énormément de soleil. Donc il y a un potentiel d'ensoleillement et donc pour le photovoltaïque c'est extraordinaire. Donc on peut, alors évidemment il y a les tempêtes de sable qui posent problème parce qu'il faut balayer régulièrement les panneaux photovoltaïques. Donc, mais enfin il y a ce potentiel qui est là. Et puis au-delà du photovoltaïque, on a tellement de soleil qu'il y a même ces possibilités de centrales à concentration solaire. Vous savez, c'est ces grandes centrales au sol là où il y a des centaines, des milliers de miroirs qui reflète le soleil vers un point central où on va stocker par exemple du sel. Ce sel va chauffer, va être de plus liquide, va être très très chaud. Et donc cette chaleur qu'on aura générée avec ces miroirs et le soleil, on va l'utiliser pour faire tourner encore des turbines. Donc il y a toujours la chaleur, turbine, électricité. Et puis l'avantage par rapport au soleil, c'est qu'une fois par rapport au photovoltaïque classique, c'est qu'une fois que vous avez votre sel qui est chaud, vous avez votre chaleur et vous pouvez produire de manière constante. Donc là, vous évitez l'intermittence et puis vous pouvez produire pendant 10-15 heures d'affilée. Donc en général, ça peut même passer la nuit si vous avez eu assez de soleil dans la journée. Donc ça, c'est intéressant. Et donc on voit que le Qatar, au niveau de sa demande en électricité, peut atteindre un mix 100% renouvelable. Mais se pose le problème le Qatar, comme vous le savez tous, c'est un grand producteur et exportateur de gaz, de LNG. Oui. Ils sont demandeurs. Et quid de ce gaz ? Et le Qatar, qu'est-ce qu'on fait pour assurer les revenus parce que en grande partie, le Qatar a ses revenus qui dépendent des exportations de gaz. Donc du jour au lendemain, si on n'exporte plus de gaz, ça pose un problème pour le Qatar. Alors ce qu'ils sont en train d'étudier et ce qu'on peut montrer, et ce qui semble fonctionner en tout cas avec ces modèles, c'est que ce gaz pourrait être utilisé pour produire dans une période de transition. Évidemment, c'est pas périn et c'est pas à long terme, mais pourrait utiliser ce gaz pour produire, par exemple, ce qu'on appelle de l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu, c'est quoi? L'hydrogène bleu, ça peut paraître c'est de produire de l'hydrogène en cassant la molécule de gaz, prendre l'hydrogène, il nous reste seulement du carbone. Alors le carbone, c'est pas bon parce que ça contribue au réchauffement climatique. Mais si vous accompagnez ça de technologies comme des technologies de capture et de séquestration du CO2, donc c'est-à-dire que pendant le processus de production d'hydrogène, vous capturez ce CO2 et vous l'enfouissez dans le sol, dans les cavités à l'origine où il y avait le gaz, vous pouvez produire de l'hydrogène zéro émission. Alors, en tout cas, les émissions, elles ne vont pas dans l'atmosphère. Seulement le stockage du CO2, pour l'instant, c'est moyennement au point. Non, le stockage du CO2, on sait que ça va fonctionner. On sait que ça va fonctionner. Il y a des technologies qui ne sont pas encore vraiment sûres à long terme. C'est plutôt la capture du CO2 dans l'atmosphère. Alors je vois que oui, manifestement, Eric n'est pas totalement d'accord. N'est pas tout à fait d'accord, mais dans toutes les projections, même du GIEC et de tous les spécialistes, si on veut atteindre 1,5 voire 2 degrés à la fin du siècle, on est obligé de passer par des technologies d'émissions négatives.
Donc l'émission négative, c'est qu'on est obligé d'enfouir du CO2 dans le sol, de forester, de replanter des arbres pour réussir à atteindre ces objectifs de 2 degrés. Sans avoir à changer complètement, radicalement nos modes de vie. Et donc du coup, si je reviens sur mon exemple du Qatar, ça montre que même si ça peut être utilisé dans une période de transition seulement, parce que l'hydrogène, il faut bien voir que la transition énergétique au niveau global, il faut qu'elle aille beaucoup plus vite que ce qu'on est en train de faire, et qu'on va avoir besoin de toutes les ressources. Voilà, c'est ça le point. On ne peut pas utiliser le gaz à long terme, ça je suis complètement d'accord avec, je pense avec mon collègue de gauche, mais en tout cas dans une période de transition, il faut que cette transition elle s'accélère, mais vraiment considérablement. On va avoir besoin de l'hydrogène vert à partir de l'électrolyse de l'eau, on va avoir besoin de l'hydrogène bleu, on va avoir besoin de toutes les ressources. Donc l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène produit à partir de photovoltaïque ou de l'eau, et puis on utilise de l'électricité renouvelable pour produire cet hydrogène vert. Donc on a besoin de toutes ces options sur la table, on a besoin aussi, à mon sens, on a besoin aussi du nucléaire, on a besoin de toutes les ressources possibles pour pouvoir aller le plus rapidement vers cette transition et vers un objectif zéro émission, mais au niveau global. Donc on ne peut pas s'interdire quelque option que ce soit, et c'est grâce, en tout cas avec ces modèles mathématiques, qu'on peut réussir à définir une transition qui va être entre guillemets optimale. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous les territoires qu'on a pu étudier, ça va du Chili au Canada à la Suisse, etc., on arrive toujours à trouver des solutions, des options pour atteindre un mix 100% renouvelable. Voilà. Donc le seul bémol que je mets là-dessus... À 2050. À 2050, oui. Le seul bémol, donc c'est les motivations et les enjeux, enfin... La motivation des politiques, en tout cas, les politiques doivent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, plus rapidement. Et là, on voit bien qu'à la COP 27 en Égypte, on est encore très loin. Voilà. Donc, très bien, merci Frédéric. Manifestement, Eric, vous n'étiez pas totalement d'accord avec ce qu'exprimait Frédéric. Ce qui est bien, ça fait du débat. Vous défendez l'idée selon laquelle il n'y a pas d'alternative aux énergies nouvelles, et que la guerre en Ukraine en a été plus que jamais le révélateur. Alors, premièrement, bonjour à tous. Premièrement, c'est bien de ne pas être d'accord, parce que c'est ce qui crée le débat. Je commencerai par une mauvaise nouvelle, parce que je reviens de la COP, effectivement, donc il s'est passé beaucoup de choses, on se demande ce qu'on fait là-bas parfois, mais bon, c'est utile. Et ce que j'ai retenu, c'est ces scientifiques qui se disent... finalement, il faudrait peut-être dire la vérité aux gens. On va pas. Je crois qu'on est tous grands dans cette salle. On a tous le moyen de penser par nous-mêmes. Donc 1,5 degré, malheureusement, c'est fini. 1,5 degré, c'est derrière nous. Donc on va essayer de vous ménager, de nous ménager collectivement, parce que c'est difficile de se dire qu'on n'a rien fait pendant 30 ans, en fait. C'est difficile de reconnaître notre inaction depuis une trentaine d'années. On n'a vraiment rien fait. Je vais y venir. On a commencé à faire, on a prétendu faire, puisque la thématique c'est du discours aux actes, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé depuis 20-30 ans. Donc 1,5 degré, c'est trop tard. Donc maintenant, on sait qu'on va vivre une période... Donc le 1,5 degré. L'élévation d'1,5 degré, c'était l'objectif des accords de Paris en 2015. On s'était dit qu'il faut absolument maintenir, on avait tous compris, c'était ici, il faut absolument maintenir cet objectif et pas aller au-delà, puisque au-delà, on aura plus d'événements climatiques violents, comme vous voyez... Je prends l'exemple des territoires d'outre-mer. Sur l'île de la Réunion, avant, on avait une tempête, enfin, on avait un ouragan tous les 50 ans, on avait des tempêtes tropicales fortes tous les X années, etc. Depuis que je travaille à la Réunion, une vingtaine d'années, c'est chaque année qu'on a une tempête tropicale d'une ampleur importante. Donc, ce n'est pas demain que ça va se passer. Donc, première chose, de 1,5 degré, c'est trop tard. Donc, maintenant, il faut accélérer pour ça, et il va falloir de toute façon s'adapter. On va être dans l'adaptation. L'autre fait important, à mon sens, c'est que la date de 2050,
elle n'existe pas. Il faut arrêter qu'on nous raconte qu'en 2050, tout à coup, tout va devenir merveilleux et tout va se résoudre. Vous noterez, puisqu'il y a beaucoup de jeunes dans cette pièce, que les gens qui vous parlent de 2050, la plupart, ils ne seront plus là. Alors peut-être qu'ils sont égoïstes, ou ils n'ont peut-être pas fait d'enfants, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, c'est extrêmement grave de faire croire aux gens qu'en 2050, tout va s'arranger. Alors, tu as parlé de la guerre en Ukraine. Il aura fallu une guerre, finalement. Il aura fallu cette guerre, cette malheureuse guerre, au mois de février dernier, pour que les gens comprennent ce que c'est que réellement la dépendance énergétique aux énergies fossiles, la dépendance énergétique à d'autres zones géographiques de cette planète. Donc dépendance énergétique aux énergies fossiles, ça veut dire qu'on a besoin du gaz des Russes. Je sais qu'il faut penser aux Qataris. Effectivement, si on arrête de leur acheter du gaz, on va réduire leur niveau de vie sur les années à venir. Je sais, c'est triste, je sais. Simplement, on est en train de parler de notre avenir à tous, l'avenir de cette planète, puisque la solution, elle n'est pas locale, la solution, elle est globale. L'augmentation des températures, c'est pas dans le sud de la France, à Narbonne, que ça se passe, c'est partout. Donc, de toute façon, si on continue à polluer dans un endroit de la planète, de toute façon, il y a la diffusion de ce carbone qui est absolument partout. Donc, de toute façon, on doit tous travailler de concert pour résoudre le problème, si tant est qu'il est encore temps. Je suis quelqu'un d'optimiste, même si j'ai essayé de... je voulais pas vous plomber la matinée. Je suis quelqu'un d'optimiste, donc je vais enchaîner, bien sûr, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et effectivement, tu le disais, on nous a qualifié depuis 20 ans d'énergie alternative. Aujourd'hui, j'ose le dire devant vous, il n'y a pas d'alternative aux énergies renouvelables. C'est le seul moyen de maîtriser, ne serait-ce que notre facture énergétique. Un truc très simple. Lorsque vous achetez quelque chose à l'autre bout du monde et que vous le transportez, même si vous l'achetez zéro, toute la logistique du coût de ce transport fait qu'il a un prix. Avec les énergies renouvelables, on a tous une chance extraordinaire sur nos territoires, c'est que chaque territoire, et tu l'as dit, a ses propres ressources naturelles. Parfois on a du soleil, parfois on a du vent, etc. Il y a une bonne nouvelle, je vais parler un peu plus près. La bonne nouvelle, c'est que le soleil, comme disait Jeremy Rifkin dans le film Demain, n'envoie pas la facture tous les matins. C'est gratuit, il est là. Donc, lorsqu'on construit un parc solaire, un parc éolien, lorsqu'on construit de quoi produire de l'électricité, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on va investir tant un jour, on va faire une projection sur le très long terme sur combien nous coûtera d'exploiter ce parc. La chance qu'on a, c'est que l'intrant, on ne le paiera jamais. Donc on est capable de s'engager sur le très long terme, sur le prix de l'énergie. Et donc depuis la guerre en Ukraine, les gens comprennent que le seul moyen de maîtriser la volatilité du prix de l'énergie, c'est d'avoir de plus en plus d'énergie renouvelable. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est passer des discours aux actes. Alors c'est vrai, on n'est pas allé assez vite. On n'est pas allé assez vite parce qu'on parlait d'une transition majeure. On parlait de changer un modèle sociétal qui était de produire de façon centralisée l'énergie et de la distribuer. Parce qu'il y avait des centrales, une grande centrale nucléaire, et donc le réseau électrique partait à partir de la centrale nucléaire. C'était notre modèle. Les énergies renouvelables, et c'est ce qu'on fait chez Akio depuis 20 ans, c'est le contraire. C'est un modèle décentralisé. C'est un modèle où chacun peut même produire lui-même une partie de l'énergie dont il a besoin et de l'énergie pour les autres. C'est un système collectif, c'est décentralisé et c'est à partir de ressources renouvelables. Donc, on ne passe pas d'un modèle centralisé à un modèle décentralisé, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des impacts économiques. Donc, même si on sait que c'est extrêmement grave au niveau du changement climatique ce qui se passe, il y a eu des gens qui ont dit fin du monde, fin du mois. Vous voyez, on ose s'emparer de ce type de message. Certes, je comprends, mais vous tous dans la salle, vous savez que maintenant, on doit passer des discours aux actes. Alors, on avait essayé un peu d'inspirer les gens avec Cyril Dion en 2013. Vous voyez, ça date, hein. Et on avait, avec la Fondation Akio, coproduit le film Demain.
revoyez ce film. Ça n'a pas vieilli, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mettez ça dans votre to-do list, revoyez le film. On avait imaginé des transitions au niveau des territoires. Et les thématiques sur lesquelles on avait travaillé, c'était la transition énergétique, la transition agricole, la gouvernance, parce que ça nécessite d'impliquer les citoyens si on veut mener ces transitions, la finance, et je croyais qu'en 2015, on avait compris que toute la finance devait se mettre au service des transitions énergétiques, donc devait arbitrer entre le financement du vieux modèle et du nouveau modèle. Et on s'était dit, si on veut y arriver, c'est l'éducation. Donc il faut retourner à l'école, il faut réexpliquer aux gens, dès le plus jeune âge, ce vers quoi on veut aller. Donc nous, on a eu de cesse de continuer à proposer ces solutions. Et on continuera tant qu'on aura de l'énergie pour le faire. Solution qu'on avait déjà mis dans le film Demain. L'île de la Réunion, un territoire extrêmement contraint, 100 km de long, 50 de large, un volcan qui occupe 80% du territoire. Tu l'as dit tout à l'heure, comment on électrifie presque 1 million d'habitants sur la Réunion? Et donc l'idée qu'on avait eue, qu'on avait déjà mis dans le film Demain, c'était de se dire on ne va pas pouvoir arbitrer entre s'éclairer et se nourrir. Donc on avait travaillé de concert dès le départ, et c'est ça qui est important, sur un concept qu'on avait intitulé en 2007 Agri-Énergie, qui aujourd'hui est connu sous le nom d'agrivoltaïsme, et vous allez en entendre parler partout. Mais l'agrivoltaïsme, ce n'est pas mettre 4 moutons sous des panneaux, hein, pour faire croire qu'on a compris la problématique du territoire. L'agrivoltaïsme, c'est un travail permanent entre deux populations, les énergéticiens, les agriculteurs, et quel territoire on construit demain pour répondre à ces deux transitions. C'est ça l'agrivoltaïsme. Concrètement, on installe des panneaux solaires dans les champs. Ce que l'on avait fait à La Réunion, puisque c'est un territoire particulier, on avait inventé des serres anticycloniques, puisqu'il y a de plus en plus de tempêtes tropicales. Donc l'idée, c'était de ne pas recommencer chaque année à replanter, et donc à assurer la subsistance alimentaire et la subsistance énergétique. Donc c'est une idée simple. Parfois, les idées les plus simples fonctionnent. Donc sur le toit de la serre, vous avez des panneaux photovoltaïques. Ça crée de l'ombrage parce qu'il y a beaucoup de soleil à La Réunion. Et on commence à se parler, on commence à travailler ensemble. 15 ans plus tard, je vous invite à visiter La Réunion. Mais pas qu'à La Réunion. Il suffit de prendre Air France, il n'y a pas de problème. Et vous verrez aujourd'hui ce que c'est devenu. Et sociétalement, on est même allé plus loin. On a même réussi à installer ce type de solution dans une prison. Et on s'est dit, si on offre aux détenus la capacité à apprendre des métiers de demain, est-ce qu'on ne va pas réussir une réinsertion? Vous voyez, on est allé très très loin. Donc le message aujourd'hui, c'est que les énergies renouvelables, ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que de la science, c'est nos sociétés de demain, et c'est utiliser ces ressources naturelles avec ces solutions au service de ces différents territoires. Je vous donne une autre solution pour vous donner plein d'espoir. On a perdu 14 ans, là aussi, mais on va y arriver. Et il y a 14 ans, on s'était dit, si on veut mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits en Europe, c'est un continent très peuplé, donc il y a une densité de population importante. L'utilisation des toits peut nous amener à produire 15% de notre propre énergie en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études. Simplement, les toitures, les maisons, c'est l'histoire, c'est de l'esthétisme, c'est des architectes, c'est une civilisation, c'est une société. Donc l'idée qu'on avait eue, c'était plutôt que de mettre des panneaux photovoltaïques, on avait inventé des tuiles solaires. Il y a 14 ans. C'est malin. On a construit la plus grande toiture au monde en 2008 à Perpignan, 84 000 m². On produit 15% de l'électricité de la ville de Perpignan grâce à ces tuiles solaires. Et puis derrière, il y a eu beaucoup de discours. Et puis ça n'a pas embrayé. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un monsieur de l'autre côté de l'Atlantique avec qui on a discuté il y a 4-5 ans, qui s'appelle Elon Musk. Donc le patron de Tesla, voilà, le patron moi je m'étais dit, c'est un super marketeur, le gars sait faire du marketing, il est très bon, donc je vais lui proposer de distribuer nos tuiles solaires aux États-Unis. Bon, il a préféré créer les siennes, ça n'a pas forcément bien marché parce qu'il s'est un peu planté sur le design. Alors on n'est pas plus intelligent, c'est juste qu'on faisait ça depuis plus longtemps, donc on avait compris ce qu'il fallait faire peut-être un peu avant les autres. Et il y a quelques temps, on a participé à un concours en Californie d'architectes, avec un architecte danois qui est extraordinaire, qui s'appelle Bjerk Ingels, Big,
au Danemark. Regardez ce qu'ils font sur leur site web. Voilà. Alors ce que dit Bjark, il est un peu comme moi. Il dit bah non, la vraie date c'est 2030, hein, c'est pas 2050. Parce que lui c'est un architecte beaucoup plus jeune et lui il n'a pas envie qu'on lui raconte que tout va bien se passer en 2050. Et on a participé ensemble au projet du siège de Google, le nouveau siège de Google en Californie. Et on a gagné. Donc des tuiles fabriquées à Châtellerault, donc en France, couvrent aujourd'hui un projet qui s'appelle Dragon Scale aux États-Unis. Donc grâce à ce projet et au fait que Elon Musk se soit mis dans cette dynamique, en fait maintenant les gens se disent c'est génial cette huile solaire. Donc vous voyez, il y a des solutions qu'on va pouvoir s'approprier, il y en a partout. Donc le message aujourd'hui, c'est énergie renouvelable. Il y a des ressources naturelles partout, il y a toujours du soleil. Il y en a plus ou moins. Donc comment on va réguler tout ça? On parlera de batterie tout à l'heure, on parlera de systèmes de stockage, des systèmes de stockage, mais on va parler de digital aussi. Il ne faut pas avoir peur de tout ça parce que la raison pour laquelle on va pouvoir avoir ces mix énergétiques et ce foisonnement d'énergie renouvelable, c'est grâce au digital. On ne peut pas maîtriser ça humainement, c'est trop compliqué. Hein, c'est comment réconcilier offre et demande et les algorithmes et le digital vont nous sauver. Je vais en rester là parce qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé, puis on laissera la place au débat. Mais par contre, n'oubliez pas une chose, c'est que si on veut y arriver, il faut enlever de la liste des gros mots la notion de sobriété énergétique. Elle est essentielle. On ne peut pas croire qu'on va indéfiniment rajouter des moyens de production énergétique, même si l'ensemble des usages s'électrifient, ça c'est la bonne nouvelle. Mais il faut que tous, collectivement, on soit extrêmement attentifs aussi à réduire notre consommation. On ne peut pas faire en sorte que l'ensemble des 10 milliards d'habitants de cette planète consomment de l'énergie comme nous en avons consommé malheureusement dans nos pays occidentaux sur les 100 dernières années. Voilà, à tout à l'heure. Donc on éteint la lumière quand on quitte la pièce. Vincent Eschebert, vous représentez le transport aérien, puisque vous êtes chez Air France. Le transport aérien, ça représente 2,6% des émissions de gaz à effet de serre et 5% si on prend en termes de réchauffement climatique, parce que les traînées de condensation, donc quand vous voyez un avion qui passe dans le ciel, quand c'est un peu humide, vous voyez les grands traits blancs, en fait, manifestement, ça a un effet de serre. Donc le secteur est évidemment très critiqué. Comment on fait, quand on est Air France, pour réfléchir à ces questions? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors je vais peut-être commencer par donner quelques informations, quelques ordres de grandeur, pour essayer d'apporter une grille de lecture sur les problématiques aviation et climat. Alors comme tu l'as dit Vincent, l'aérien aujourd'hui en 2019 c'était 2,6% des émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas s'arrêter à ce constat, il faut voir aussi les choses d'un point de vue dynamique. Parce que l'aérien, je vais y revenir, a vu historiquement ses émissions de CO2 constamment augmenter. Et donc si cette tendance historique continuait, eh bien l'aérien pourrait représenter plus de 20% des émissions de CO2 à horizon 2050. C'est un scénario de l'Agence internationale de l'énergie en 2017. Et évidemment, tous nos efforts de l'industrie d'Air France sont concentrés pour éviter que ce scénario n'advienne. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, tu l'as dit, on doit aussi prendre en compte, évidemment, ce qu'on appelle les effets non CO2, au premier rang desquels les traînées de condensation. Alors, le sillage blanc que vous voyez dans le ciel engendre pas toujours des traînées de condensation et ce pouvoir réchauffant. En fait, ces traînées l'entraînent quand elles sont persistantes. Donc quand elles restent quelques heures à quelques jours, on est sur des durées de vie totalement différentes du CO2, mais lorsqu'elles sont persistantes, effectivement, elles ont un pouvoir réchauffant intense. Et donc si on mixe les deux, si on ajoute effet CO2, effet non CO2, en termes de contribution totale, ce qu'on appelle le forçage radiatif, qui est le différentiel, le déséquilibre entre l'énergie qui arrive sur Terre et qui en repart, et bien là on est plutôt sur 5% actuellement de contribution totale climatique, on va dire, du secteur aérien. Autre élément important. Contribution négative. Alors négative ou positive, justement, ça dépend comment on voit les choses, mais autre élément, je le mentionnais, c'est la constance de la hausse des émissions de CO2 pour l'aérien.
Si on regarde entre 2005 et 2019, ces émissions au niveau mondial ont augmenté de plus 42%. Or, on sait tous que l'aérien et l'ensemble des secteurs doivent entamer, en tout cas pour le secteur aérien, parce que d'autres ont commencé à le faire, et fort heureusement, une diminution structurelle importante pour pouvoir rester sous la barre des plus de degrés à la fin du siècle. Alors je mentionne que le groupe Air France, si on regarde sur le même horizon de temps, entre 2005 et 2019, on a réduit nos émissions en valeur absolue de 6%, et en excluant tout ce qu'on appelle mesures de compensation. Mais il va falloir aller beaucoup plus vite, accélérer, aller plus fort, et je vais y revenir. Autre élément important à avoir en tête, quand vous prenez les émissions totales d'une compagnie comme Air France, les émissions directes et les émissions indirectes, ce qu'on appelle dans la nomenclature scope 1, scope 2, scope 3, eh bien, plus de 90% de nos émissions totales sont liées à la consommation de carburant. Donc c'est évidemment là où ça se passe, c'est évidemment aussi le cœur de notre stratégie de décarbonation. Et dernier élément, aussi pour fixer un peu les ordres de grandeur, toujours si on se place du point de vue du groupe Air France, 80% de nos émissions de CO2 sont localisées sur le long courrier. Et ça, c'est important à réaliser parce que les leviers technologiques par type de distance, type de trajet peuvent différer sur les courtes distances et sur le long courrier, j'y reviendrai. Et nous, c'est vraiment, encore une fois, le cœur de notre décarbonation. Alors, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on essaie de faire côté Air France face à cette situation et face à ce défi qui est immense, évidemment, pour le secteur, vertigineux parfois. Et je ne vais pas vous dire qu'on a trouvé toutes les solutions, que ce qu'on fait est parfait. La vérité, c'est qu'on est en chemin, on est dans cette transition. Donc la première chose peut-être, même si on agissait évidemment avant, mais en termes de stratégie climatique, environnementale, et pour qu'elle soit à la hauteur des enjeux, il faut se fixer un cap, c'est la base. Et ce cap, face à la hauteur des enjeux, il doit être ambitieux, évidemment, sinon on ne va pas arriver très loin. Et il doit aussi être fondé sur la science. Et donc en fin 2021, on s'est lancé, on l'avait préparé évidemment, mais dans une aventure qui est à la fois très intéressante et en même temps indispensable, c'est qu'on s'est engagé auprès d'un organisme de certification d'objectifs climatiques qui s'appelle le Science Based Targets Initiative. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous dans la salle. Et on s'est engagé donc auprès de cet organisme indépendant qui est fondé par le Carbon Disclosure Project, par le World Resources Institute, par WWF et par le Global Compact des Nations Unies, pour être exhaustif et n'oublier personne. Et donc on s'est engagé auprès de cet organisme à un objectif 2030. Parce que évidemment, il faut agir vite. Et ce qui compte, comme vous savez, en termes de lutte contre le réchauffement climatique, ce n'est pas les émissions de CO2 une année donnée, mais c'est le cumul des émissions qui sont relâchées dans l'atmosphère. C'est ça qui régit le système climatique. Donc on s'est engagé auprès de cet organisme pour un objectif de réduction à 2030, basé sur la science, en ligne avec l'accord de Paris, qui correspond, alors je vais être un peu précis, mais à moins 30% d'émissions par passager kilomètre en 2030 par rapport à 2019, excluant toute mesure de compensation d'absorption de CO2. Ça, c'est aussi capital, parce qu'on sait aussi, c'est très clair dans les travaux du GIEC, que la priorité absolue dans les années à venir, c'est la réduction, c'est la réduction stricte des émissions additionnelles qu'on rejette chaque année dans l'atmosphère. La compensation, c'est de planter des arbres. Alors la compensation, aujourd'hui, c'est planter des arbres. La compensation, en général, c'est les puits de carbone. Ceux-ci peuvent être naturels, planter des arbres, artificiels, même si c'est des technologies qui ont été mentionnées, qui sont plutôt naissantes. Mais à court terme, la priorité, c'est vraiment la réduction. Alors j'ai mentionné en relatif, c'est-à-dire en émissions par passager, mais ce qui compte à la fin des fins, c'est évidemment les émissions absolues. Donc pour vous donner une traduction pour Air France, pour la compagnie Air France, à 2030, on s'engage ainsi à réduire nos émissions de moins de 12%. Donc voilà, ça c'est le cap qu'on s'est fixé. Il est extrêmement engageant, très challenging, pardon de l'anglicisme, mais on considère aussi, parce que c'est notre responsabilité, parce qu'il y a aussi des attentes de plus en plus fortes de la part de nos parties prenantes, de nos clients, du grand public, de nos investisseurs, de nos salariés aussi, très important. Et donc on le considère comme indispensable. Alors concrètement, vous faites comment? Alors les leviers maintenant. Et ces leviers, voilà, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle, c'est un paquet de mesures, un bouquet de leviers différents. Le premier levier, comme dans toute stratégie de décarbonation, c'est de chercher à minimiser au maximum la consommation d'énergie. C'est la base. Évidemment, la meilleure énergie est celle qu'on n'utilise pas.
Donc sur ça, il y a 2 leviers pour y arriver. C'est déjà ce qu'on fait depuis plusieurs années. C'est des leviers, je le mentionne en transparence, mais qui ont été guidés dans le secteur aérien traditionnellement, parce que c'est un secteur avec des marges très faibles, principalement, historiquement, pour des raisons économiques. On baisse la consommation de carburant. Le carburant, à peu près, c'est 20 à 30% des coûts d'une compagnie aérienne, donc c'est absolument massif. Et donc, ces 2 leviers historiques, c'est ce qu'on appelle l'écopilotage. Alors, c'est un terme générique qui décrit toutes les pratiques que peuvent mettre en place les pilotes pour réduire au maximum la consommation de carburant. Alors, je l'ai dit rapidement, mais c'est l'optimisation des trajectoires, choisir les chemins les plus courts. C'est couper un moteur, enfin rouler avec un moteur au lieu de 2 quand l'avion est au sol. C'est brancher l'avion à un groupe d'énergie au sol plutôt que d'utiliser sa propre énergie. Ça, encore une fois, pour fixer les ordres de grandeur, aujourd'hui, ça nous permet, côté Air France, de réduire notre consommation de carburant et donc d'émissions de CO2 de l'ordre de 2 à 3% par an. Il y a des leviers qui sont plus importants, mais la grande vertu évidemment de ce levier, c'est qu'il est immédiatement disponible et appliqué d'ailleurs par nos pilotes avec de plus en plus d'engagement et de motivation. Le deuxième levier, et ça c'est important parce que c'est aujourd'hui, pour Air France, mais au niveau mondial, le levier le plus fort et immédiatement disponible pour réduire les émissions. C'est le renouvellement de la flotte, c'est d'acheter des avions de ce qu'on appelle de nouvelle génération, qui consomment moins de carburant. Et dans quelle proportion? Alors, je vais vous donner un exemple. On a passé commande de 60 Airbus A220 sur les courts et moyens courriers, donc les plus petites distances. Cet avion, il permet 20% d'économie de carburant par rapport aux appareils qui le remplacent. Sur le long courrier, on a acheté 38, pour être exact, Airbus A350, et eux, ils permettent 25% de réduction des émissions par rapport aux appareils qui le remplacent. Un avion, ça dure combien de temps? Alors, aujourd'hui, les rythmes de renouvellement de flotte au niveau mondial, c'est 25 ans. C'est un peu ça la Ça veut dire que les avions que vous achetez aujourd'hui, ils voleront encore en 2047 en gros. Sur cette moyenne au niveau de l'industrie, oui. Après, justement, là, on est aussi dans une étape, comme je disais, qui a été guidée principalement pour des raisons économiques, mais qui sont de plus en plus, et des décisions qui sont de plus en plus aussi guidées, c'est très bien, par des raisons environnementales et d'atteinte des objectifs climatiques. On est sur des logiques, justement, d'accélération de ces renouvellements de flotte. 3 chiffres. Pour le groupe Air France, on avait 7% d'avions de nouvelle génération, donc moins émissifs en 2021. On passe à 45% en 2025 et 70% en 2030. C'est très important, c'est des réductions immédiates quand ces appareils arrivent dans notre flotte. C'est aussi un levier qui coûte très cher. C'est des investissements très massifs. Un avion, ça coûte très cher. Et donc, on gère, on a aujourd'hui cet investissement qui est supérieur à 1 milliard d'euros par an. Spécifiquement sur le renouvellement de la flotte. Alors on commence à parler à de nouveaux carburants qui remplaceraient le pétrole. Exactement. Ça coûte très cher. Oui. Donc encore une fois, en termes de stratégie de décarbonation, mais surtout de courbe d'émissions, vous avez pour l'aérien et pour beaucoup d'autres secteurs 2 gros leviers, deux gros paramètres en fait. Vous avez la possibilité de diminuer les émissions, de diminuer ce qu'on appelle l'intensité énergétique, c'est ce dont je viens de parler. Donc en gros, votre énergie divisée par le trafic. Il y a un levier qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui pour l'aérien, qui était de diminuer ce qu'on appelle l'intensité carbone de nos activités. L'intensité carbone, elle dépend du type d'énergie justement que vous utilisez. Et jusqu'à maintenant, et pour prendre le chiffre de 2021, 99,9% de l'énergie consommée par les opérations aériennes, c'était du kérosène, donc une énergie fossile, et évidemment fortement carbonée. Et là, justement, c'est un peu la nouveauté, ou plutôt même le tournant, et ce qui doit être le tournant dans la décarbonation du secteur, c'est qu'on compte et on doit progressivement substituer cette énergie fossile, ce kérosène, par ce qu'on appelle des carburants d'aviation durable, qui sont des carburants, et je vais les décrire rapidement, mais qui permettent en moyenne une réduction de 80% des émissions de CO2 par rapport au kérosène sur l'ensemble du cycle de vie. C'est une nuance très très importante de parler d'analyse cycle de vie, parce que si vous regardez la combustion de ces carburants en vol,
En fait, ils émettent la même quantité de CO2 que le kérosène, mais les émissions, enfin la réduction d'émissions, elles proviennent de la phase amont, de la phase de production. Donc rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, ces carburants d'aviation durable, ils sont de 2 familles. On a les biocarburants. Alors pour l'aérien, c'est important de rappeler que c'est des biocarburants de 2e génération, c'est-à-dire qu'ils n'entrent pas en concurrence avec la chaîne alimentaire. Et ça, la réglementation européenne est très stricte en la matière, et tant mieux, c'est important pour assurer l'intégrité environnementale de ces biocarburants de 2e génération. C'est quoi ces biocarburants? C'est des déchets agricoles, c'est des déchets verts, c'est ça? Alors c'est des carburants alternatifs qui sont issus à partir de biomasse. Et effectivement, cette biomasse, elle peut être des huiles de cuisson usagées, elle peut être des déchets organiques, des résidus forestiers. Et aujourd'hui, on a très peu de production de ces carburants d'aviation durable. Et il faut justement que, en tout cas, on appelle de nos voeux, ça va être capital pour la décarbonation de l'aérien. Il faut vraiment. En France, on commence à en produire là maintenant. Oui. À la Med ou je ne sais plus où. Enfin. Alors ça commence justement, et comme je le disais, on est dans ce tournant parce que ces carburants d'aviation durable, c'est pas une nouvelle technologie. En fait, elle a été éprouvée et certifiée d'ailleurs depuis plus de 10 ans. Mais ce qui manquait pour que la production augmente, c'était pour les investisseurs, enfin pour les énergéticiens, d'avoir un signal demande clair, donc de savoir dans les prochaines années. C'est-à-dire que Total sait que vous allez lui acheter du carburant. Exactement. Savoir quels seraient les besoins exacts de l'aviation en termes de carburant d'aviation durable. Et donc, ce qui change, quand je vous parlais de tournant, c'est que maintenant on s'oriente, alors dès 2022, vers ce qu'on appelle des mandats d'incorporation. Donc il y a une obligation légale au niveau de la réglementation pour tous les vols au départ de France d'intégrer 1% de ces carburants d'aviation durable. C'est déjà le cas, en moyenne sur l'année. Mais surtout, ça va être suivi d'une réglementation européenne dans le cadre du paquet Fit for 55 qui va imposer 2% d'utilisation de carburants d'aviation durable pour tous les vols au départ d'Europe en 2025, 6% en 2030, 20% en 2035 et 63% en 2050. Et c'est ça qui manquait en fait pour vraiment entraîner ce cercle d'augmentation de la production. Et le dernier type de carburant ? Et le dernier type de carburant que mon voisin Eric connaît très bien, ce sont les carburants dits synthétiques. Ils ont plein de petits noms. Vous verrez aussi Power to Liquid ou Electrofuel ou e-fuel. Et en fait, ce sont des carburants alternatifs qui sont produits à partir de CO2 capté, mélangé, combiné avec de l'hydrogène vert. Cet hydrogène, il faut qu'il soit vert pour avoir les réductions d'émissions sur le cycle de vie correspondant. Et on arrive comme ça à reconstituer du carburant qui a la même propriété chimique et opérabilité dans les... tout ça, ça va dans les moteurs actuels. Alors c'est ça la grande force de ces carburants, que ce soit biocarburant ou carburant synthétique, c'est qu'ils sont utilisables dans l'état actuel des flottes et des moteurs. Il n'y a pas besoin d'attendre des ruptures technologiques et des nouvelles générations d'avions dans 10 ou 20 ans. C'est applicable, c'est opérable dans l'état actuel de la flotte. Et juste pour finir sur ça, je veux évidemment laisser la parole à ma voisine et à mon voisin. Il y a 2 gros défis sur ces carburants d'aviation. Production qui est encore aujourd'hui totalement marginale. Aujourd'hui, la production de carburant d'aviation durable, elle est concentrée dans une région du monde en particulier qui est aux États-Unis, en Californie. Et ça bouge. Et il faut que ça bouge, il faut même que ça bouge plus vite, mais il faut absolument que cette production elle soit étendue, et notamment en Europe et notamment en France. C'est très important, évidemment, pour la décarbonation du secteur, aussi pour contribuer à la souveraineté énergétique de la France sur cette dimension. L'autre défi, c'est l'équation économique, parce que ces carburants d'aviation durable, ils coûtent 4 à 8 fois plus cher que le kérosène. Quand on fait le lien avec ce que je vous y disais, que les carburants, c'est 20 à 30% des coûts d'une compagnie aérienne, on voit que c'est un énorme défi, évidemment, que de financer cette transition et l'acquisition de ces carburants d'aviation durable. Mais on y travaille et je pourrais y revenir. Merci Vincent. Emmanuel, je me tourne vers vous. Vous êtes un peu l'empêcheur de tourner en rond parce que donc vous travaillez à IFP Énergie Nouvelle. IFP, en fait, c'est l'ancien Institut français du pétrole, mais vous ne travaillez pas dans le pétrole du tout. Vous travaillez sur les nouveaux matériaux, enfin sur les métaux non ferreux et électriques. Donc le cuivre, ça on voit à peu près ce que c'est. C'est c'est ce qui est dans les fils électriques, bon, notamment. Le cobalt, le lithium, les terres rares. Bon, expliquez-nous
comment vous travaillez? Ça consiste en quoi? Et quel est le problème pour... c'est quoi les limites physiques? On a assez de tous ces matériaux? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. Puis je voudrais vous remercier également d'être là, jeunes et moins jeunes, parce que tout simplement, on est en train de parler du monde que nous sommes en train de construire avec vous pour les prochaines décennies. Et bien évidemment, tout ce dont nous parlons aujourd'hui nous engage. Que ce soit les problématiques technologiques ou économiques. Je voudrais remercier aussi Eric Scotto parce qu'il a dit quelque chose qui est d'une pertinence, mais vraiment très importante. Le monde ne s'arrête pas en 2050, c'est-à-dire qu'après 2050, il va falloir continuer à travailler sur ces thématiques parce que bien évidemment, tout ne sera pas réglé. Donc cet affichage de neutralité carbone 2050 ou transition 2050, quelque part, elle est presque contre-productive parce que certains ont l'impression qu'après 2050, c'est terminé, tout va bien. Et Emmanuel, nous, on sera sans doute peut-être mort en 2050, moi, je suis sans doute sûr. Mort en 2050, mais vous ne serez pas mort en 2050. Donc, je ne l'espère pas. Après... La thématique de cette table ronde, elle est intéressante parce qu'on parle de faire des choix, on parle de transition. Alors moi, personnellement, je n'aime pas le terme de transition. Alors, ce que j'aime ou n'aime pas ne vous intéresse probablement pas. Mais moi, je parle plutôt de transformation systémique et structurelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, transition, c'est à mon sens trop doux par rapport à ce que nous allons vivre dans les prochaines décennies. Et quand je parle de transformation, je mets un S à transformation parce que tout simplement, nous avons 3 transformations à mon sens. Il y en a une qui est énergétique, bien évidemment. La seconde, elle est numérique. Et la troisième, elle est géopolitique. Car croire que nous sommes dans un monde qui est certain et non mouvant est bien évidemment un leurre. Donc, bien évidemment, ces 3 transitions vont soit converger, soit s'interconnecter, soit être en problématique assez intéressante et convergente. Alors, si on en vient à la transition purement énergétique, sachant que la transition, bien évidemment, numérique, vous le verrez, je vais prendre un exemple assez rapidement, va aussi imposer des problématiques de matériaux. Alors comment vous faire sentir cela? Je vais vous faire d'une manière très très simple. Vous voyez ce bel objet? Vous en avez tous un, j'imagine. Vous êtes 150 dans cette salle. Il pèse en moyenne 194 grammes quand vous l'avez entre les mains. Lorsqu'on va le produire, il va demander entre 70 et 200 kilos de matières premières qui vont être excavées. Ce qui fait que tout simplement dans cette salle... Excaver, ça veut dire sortir de terre. Sortie de terre, effectivement. C'est-à-dire qu'on a creusé un trou, une chose qu'on appelle une mine, dont on ne se souvient plus très bien d'ailleurs ce que ça veut dire en France et dans les principaux pays européens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait le cumul de tout ce qu'il y a comme matériaux qui ont été extraits de terre pour votre téléphone portable de 194 grammes, là, si on somme tout ça, on est entre 10 et 30 tonnes. Donc, c'est comme si on avait mis dans cette salle 5 magnifiques SUV de 2 tonnes chacun. Vous voyez, je ne suis même pas sûr que ça rentrerait tellement ils sont larges et gros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là, je vais complémenter ce qu'a dit Eric Scotto, il a parlé de sobriété énergétique. Moi, je parle de sobriété matériaux en général. C'est-à-dire que c'est très bien la sobriété énergétique, bien évidemment, il faut la faire. Lorsque vous lisez le rapport du GIEC va vous inviter, le 6e, le dernier, il vous invite à 3 jambes. Il vous invite à la branche la jambe des énergies renouvelables, c'est-à-dire effectivement, il faut substituer de l'énergie carbonée par du décarboné et on ne peut pas faire autrement. Il faut aussi de l'efficacité énergétique, ça veut dire qu'il faut aller un petit peu demander, aller manifester toutes les semaines pour demander des budgets plus importants pour la recherche, notamment pour les instituts qui travaillent sur l'énergie, comme le mien par exemple. Et il faut aussi de la baisse de la consommation. Alors baisse de la consommation, c'est bien, c'est un terme qui est très intéressant, mais derrière tout ça, ça veut dire sobriété. Et quand je vous dis sobriété, c'est pas que sobriété énergétique. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre monde est matière et même ces énergies renouvelables, bien évidemment, vont consommer beaucoup de matériaux. Petit exemple très simple, vous ne regarderez peut-être plus votre véhicule électrique de la même manière. Un véhicule thermique va contenir 20 kg de cuivre, un véhicule hybride 40, un véhicule thermique, c'est un moteur normal. Et un véhicule électrique 80.
Donc en gros, lorsque vous substituez un thermique par une électrique, vous multipliez par exemple votre poids en cuivre par 4 au minimum. Si vous achetez une Tesla, c'est 240. Donc en fait, quand vous êtes en Tesla, vous roulez tout simplement sur une mine. C'est une mine de cuivre, tout simplement. Lorsque vous faites le même calcul, par exemple, sur l'argent, ce métal précieux, on va multiplier par 2 en fait la consommation de métal précieux. Alors attention, c'est pas pour ça qu'il faut pas faire la transition. Elle est indispensable. Mais par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir s'interroger sur nos consommations matériaux, c'est-à-dire, vous savez, tout ce qui est un peu invisible. Autre exemple qui va vous parler, vous n'allez peut-être pas regarder votre cuisine de la même manière ce soir lorsqu'on somme tous les éléments d'une cuisine, votre lave-vaisselle, votre cafetière, vos tables, vos chaises, vos meubles. La cuisine d'un Français pèse 559 kilos. Eh bien, il a fallu 11 tonnes de matières premières pour faire votre cuisine. Donc, il faut prendre en compte qu'en fait, on démultiplie les matériaux. Alors, comment on peut faire pour essayer d'évaluer ces matériaux? Déjà, il faudrait s'informer. S'informer, ça veut dire essayer de... Lire les journaux. Pardon? Lire les journaux. Alors, lire les journaux, oui, déjà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas oublier, encore une fois, que chaque activité économique a un soubassement qui s'appelle des matières premières. Et ça peut être problématique dans les transitions, parce que tout simplement, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que les transitions dont on vous parle, à un moment, soient bridées. Bridées parce que, tout simplement, alors peut-être pas que géologiquement, on n'en aura pas assez, mais par exemple, je vous prends un exemple très simple. L'Agence internationale de l'énergie, aujourd'hui, vous dit... À l'horizon 2040, si on suit un scénario de décarbonation profond, on va multiplier par 42 les besoins en lithium. 42. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez une matière première qui doit être multipliée par 42. Ça veut dire multiplier soit le nombre de mines, soit le nombre de salars dans lequel on va aller chercher du lithium. Il faut 20 fois plus de cobalt. 20 fois plus de cobalt, déjà, ça doit éveiller votre esprit en vous disant « Ah, mais le cobalt, il est produit où ?»« Ah, dame, en République démocratique du Congo, à 70%. Et il est raffiné où ? Ah, en Chine, à 70%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, rien qu'avec cet exemple-là, vous vous dites « Ah, mais il n'y a pas qu'un problème de géologie ou d'économie, il y a peut-être aussi un problème géopolitique. » C'est-à-dire, où sont produits les matériaux qui rentrent dans les technologies bas carbone. Après, vous vous posez la question suivante. Bon, d'accord, l'Agence internationale de l'énergie nous dit x42 pour le lithium, x20 pour le cobalt. Oh, ça concerne que les métaux dits électriques. Vous savez, les terres, ce qu'on appelle le cobalt, le lithium ou les terres rares. Eh bien non, parce qu'il dit aussi, le cuivre, il en faut entre 2 et 3 fois plus à l'horizon 2040. Et du cuivre, il y en a partout. Et le problème, il est lequel? Eh bien, il est que, à l'horizon 2050, on va avoir le temps sûrement de développer des mines, de faire monter la production de ces matériaux. Mais là, dans la décennie qui vient, c'est-à-dire ce que j'appelle, moi, la transition de la transformation, c'est-à-dire les quelques années là, que l'on a face à nous, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va à risque d'être un petit peu en difficulté en termes d'approvisionnement en matières premières. Pourquoi? Parce que tout simplement, une mine, ça se construit en meilleur cas, une dizaine d'années. C'est-à-dire que les mines dont on a besoin aujourd'hui, elles ont été prévues il y a 10 ans. Donc celles qu'on est en train de mettre en production aujourd'hui, elles arriveront dans 10 ans. Le problème, c'est que la transition, elle ne va pas se faire sans heurts et sans hausse des coûts économiques, notamment des matières premières qui rentrent dans les technologies bas carbone. Et la question de savoir aussi si les gens qui sont à proximité des mines accepteront qu'on ouvre des mines à côté de chez eux. Alors, bien évidemment, il y a cette problématique d'acceptabilité, et le cas notamment de la mine de lithium dans l'Allier en France est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça nous met face à nos propres contradictions. Nous, quand on consomme nos téléphones portables, on n'a que les 194 grammes dans nos poches. Certains ont les 200 kilos de matières premières qui sont excavées, donc extraites, et qui deviennent des déchets. Donc à un moment, il faut regarder la transition en face. La transition, ce sont des matières
c'est bien évidemment des pollutions environnementales. Il n'y a pas de mine propre, ça n'existe pas. Hein. C'est comme la voiture propre, ça n'existe pas non plus. Elle peut être verte, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est de la matière, donc à un moment il a fallu de l'énergie et il a fallu de la matière première. Donc on va bannir déjà tout du vocabulaire, tout ce qui est propre, vert, ça n'existe pas. Il n'y a rien de vert et propre. Hein. Tout est matière. Merci Emmanuel. On va passer à Emma. Et vous, vous travaillez sur le matériau qui est sans doute le plus répandu, qui est évidemment le plus répandu, et sans doute le plus précieux parce qu'il en va de notre vie, l'eau. Oui, alors j'entends beaucoup de dates, hein, j'entends 2030, 2050, j'entends beaucoup de projections. Moi j'aimerais parler de 2023. Comment on va se préparer à 2023 déjà, peut-être. Et pour ça, je vous propose déjà d'analyser 2022. On aborde là le mois de décembre. Il faudrait qu'on ait un froid polaire en France, qu'on ait moins 5 à moins 10 degrés durant tout le mois de décembre, pour que 2022 ne soit pas l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Donc en gros, on a quand même très très peu de probabilités et on s'oriente vraisemblablement par un record absolu en France. Au moment où on parle, on commence à avoir des vagues de froid qui arrivent d'Arctique. Donc nos cerveaux ont tendance à très rapidement oublier dès lors qu'on passe dans une autre situation météorologique, ce que l'on vient de vivre durant plusieurs mois. J'aimerais juste vous souligner un point, c'est qu'actuellement au niveau du pôle arctique, on a toute une sorte de langue. Le pôle arctique, donc c'est le pôle Nord. Donc le pôle Nord, oui, exactement, tout là-haut, qui actuellement est au-dessus de 0 degré, entre 0 et 1 degré. Ça signifie qu'on a 30 degrés d'écart d'anomalie par rapport à la normale dans cette saison. Donc je pense que même si nous, aujourd'hui, on a froid, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces anomalies continuent un peu partout dans le monde. Le mois d'octobre a été le mois le plus chaud jamais enregistré en France. Si on prend cette anomalie au mois d'octobre et qu'on la reporte à un mois d'août, ça correspond à la canicule que l'on a eue en 2003, avec 19 500 morts en France et 45 000 en Europe. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on vient de vivre une année exceptionnelle où on a coché toutes les cases. On a eu une vague de chaleur au mois de juin, avant même le premier jour de l'été, avant même le 21 juin. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. On a eu une suite de pics de chaleur, de canicules, de températures tropicales durant la nuit, notamment dans le Grand Ouest. Le sud-ouest, pardon, où on a vraiment vu des gens qui ont suffoqué pendant 4 mois sans que ça s'arrête à un seul instant. Et donc je crois qu'il va falloir qu'on commence à tirer des leçons de ce que l'on vient de vivre en 2022, parce que même la canicule de la première semaine de septembre avait 1% de probabilité de se produire. Donc c'est quand même une somme, c'est plus des signaux faibles là, on est en train de parler de signaux forts, sauf que on a tendance à les voir, les oublier, pas les analyser, et je crois que là, ce pourquoi on va devoir se préparer, c'est 2023. C'est 2023 parce qu'on va avoir tout l'hiver, un hiver agréable, parce que quand on a une anomalie de température au mois d'octobre, c'est particulièrement agréable, on peut continuer à faire des barbecues dans son jardin, c'est magnifique. Moi j'ai été un peu partout dans le Nord, on me dit mais c'est fantastique, derrière on continue l'été, et effectivement la dimension du fait que l'on ressente ces températures comme étant agréables, ça nous enlève la prise de conscience du fait qu'il va falloir se préparer. Et donc, au-delà des politiques climatiques qui ont été mises en œuvre, et sans revenir sur ces COP qui s'additionnent sans jamais vraiment avoir de résultats, et au-delà de cette atténuation des gaz à effet de serre qui est un problème majeur, en fait, on a laissé la question de devoir s'adapter comme le parent pauvre des politiques climatiques pendant trop d'années. Pourquoi ? Parce que ça signifiait qu'en fait, on arrivait sur un échec. Ça signifiait qu'on n'avait pas réussi à atteindre nos objectifs et qu'en réalité, on avait failli. Et comme on n'aime pas trop ça, les échecs, et ben du coup, on a un peu mis de côté, sauf que là, on arrive devant un mur. Et devant un mur, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première des choses qui va nous toucher, c'est une modification complète du cycle de l'eau. Et ce cycle de l'eau qu'on a appris à l'école, qui semble être immuable, qui ne s'arrête jamais, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, ces températures toujours supérieures à la normale, là, sur les 9 derniers mois de l'année, on a eu 9 mois consécutifs de températures supérieures à la normale
donc avec des anomalies positives. Et donc, à chaque fois que vous rajoutez des degrés, vous rajoutez de l'évaporation de l'eau massive, sauf que cette eau, une fois qu'elle est dans l'atmosphère, elle tient maximum 9 jours et demi. Et donc, à un moment donné, suivant les différents lieux et les différentes météorologies, elle finit par retomber. Sauf qu'elle retombe différemment parce qu'il existe une relation physique dans l'atmosphère qui fait qu'à chaque degré que vous gagnez, vous augmentez le pouvoir de précipitation d'un nuage de 7 à 10 degrés. Ça signifie que si on a 10 degrés supplémentaires, c'est autant de pluie que l'on peut recevoir. Donc, les nuages vont être de plus en plus puissants, vont être de plus en plus précipitants. Ça veut dire qu'on aura des amas d'eau conséquents. Et là où on avait jusque-là des risques d'inondation, les risques d'inondation étaient dans nos rivières et dans nos fleuves, on passait d'un lit majeur d'un lit mineur à un lit majeur, et bien là, c'est là où le nuage tombe, nous avons des inondations. Les rues se transforment en rivières directement en suivant des axes de plus grande pente. Sur ces 5 dernières années, 50% des biens assurés ont été sinistrés à cause du défait du ruissellement. Ça veut dire qu'on a modifié nos prises en compte du risque. Donc ça, c'est un point. Un autre point, c'est qu'on n'est absolument pas adapté à ces températures. On est comme nos téléphones portables, vous parliez tout à l'heure de nos téléphones, vous nous mettez au soleil, on grille. Et donc, il faut qu'on comprenne à un moment donné qu'on est extrêmement vulnérable. Il y a plusieurs études qui ont été menées dernièrement qui ont mis en évidence que le taux de suicide en France est directement corrélé à la température. À chaque vague de chaleur, nous avons eu des pics de suicide parce qu'à partir de 26 degrés, on est comme nos téléphones portables, nos systèmes endocriniens et nerveux finissent par complètement vaciller. On a aussi découvert par contre que toutes les personnes qui habitaient à côté de corridors verts, donc à côté de parcs, à côté de forêts, à côté d'arbres, eh bien, supportaient beaucoup mieux ces effets de canicule. Donc ça signifie qu'il va falloir se préparer à mettre en place de la fraîcheur dans les villes. Et pour mettre de la fraîcheur, il n'y a rien de mieux comme climatiseur naturel qu'un arbre. Sauf qu'un arbre, il ne pousse pas du jour au lendemain. On ne va pas aller le chercher. Derrière le planter, faut-il encore qu'on puisse bien le planter, qu'il tienne, qu'il résiste, que l'espèce puisse s'adapter. Et puis en plus, quand on a décidé cette année de planter massivement des arbres dans des grandes villes, eh bien on s'est retrouvé avec des arrêts et des restrictions d'arrosage, et ces arbres sont morts en l'espace de 3 mois. Donc je crois qu'on doit avoir des politiques cohérentes, et ça pose la question de ce que l'on choisit justement à qui on donne de l'eau. Est-ce que l'on interdit justement l'arrosage de nos jardins, de nos potagers, de nos plantes? Est-ce que l'on interdit des arrosages justement qui nécessitent énormément d'eau? Et notamment dans le milieu agricole, le maïs a besoin un maximum d'eau au mois d'août. Mais le maïs pose d'autres questions. Parce qu'en réalité, autant le maïs, dans la période d'après-guerre, c'était une solution qui venait résoudre certains problèmes, autant aujourd'hui, on est devenu totalement dépendant au maïs. Personne n'a conscience, tout le monde croit qu'on peut arrêter le maïs du jour au lendemain. Mais le maïs, c'est nos filtres plastiques, c'est nos papiers, c'est nos cosmétiques. Ce n'est pas que l'alimentation du bétail, même si c'en est une grande partie. Donc, ça va demander de faire appel à des choix. Très bien, merci beaucoup. Donc, alors on prévient qu'il reste 10 minutes. Donc, voilà, je crois qu'en tous les cas, ça nous impose des choix que l'on va devoir faire. Et ces choix, il faut qu'on les fasse dès maintenant pour l'année prochaine. Et alors peut-être certains d'entre vous ont vu des images du lac de Serponçon cette année. Le lac de Serponçon, vous savez, c'est un endroit où on part en vacances, en villégiature, où derrière on a une industrie touristique qui vit toute l'année en fait de cette localisation. Et donc on a eu moins 17 mètres par rapport à la... C'est un lac de barrage ? Alors j'y arrive. Ouais. Par rapport à la hauteur normale, sauf qu'en réalité, c'est pas un simple lac. Derrière se cache un barrage hydroélectrique qui fournit de l'hydroélectricité. Et donc, si on a de l'électricité... L'hydroélectricité et qui permet d'arroser le... J'y arrive. Vous devancez chacune de mes phrases, j'adore. On va le faire en duo la prochaine fois. Et donc, effectivement, derrière, ce barrage alimente en énergie, permet justement cette logique locale justement de lieu de vacances, mais c'est aussi un producteur à l'aval d'eau, et notamment pour les agriculteurs ou pour d'autres utilisateurs de l'eau. Et donc, en fait, ça signifie quoi? Si on a moins 17 mètres de hauteur dans ce barrage, ça signifie que comme un pot de chagrin, c'est pas si certains ont lu ce livre, eh bien, à un moment donné, quand cette eau se réduit, eh bien, il va falloir faire des choix. Et je crois qu'on est aujourd'hui à l'heure des choix que l'on va faire. Et puisqu'on parle de transition énergétique, ce que j'aimerais juste vous expliquer, c'est que j'entends beaucoup parler effectivement d'excavation dans les mines, mais pour pouvoir aller excaver, il faut de l'eau.
Pour pouvoir aller fabriquer de l'énergie, la plupart du temps, il faut de l'eau. Pour un barrage hydroélectrique, si vous n'avez pas d'eau, il ne ressemble à rien. Cette année, en Chine, 63 cours d'eau étaient complètement à sec. Dans la province du Sichuan, on alimente l'intégralité de l'énergie, enfin 90% de l'énergie est fournie par les barrages hydroélectriques. Ils étaient tous à sec cette année. Ça signifie que derrière, on a des arrêts d'usines. Et ça veut dire que le Made in China que vous recevez, eh bien, vous ne le recevez plus, vous le recevez avec quelques mois d'écart. Donc ça signifie que toute la chaîne de valeur et de votre production est directement touchée par quoi ? Par une question de sécheresse et par une question de manque d'eau. Et si on ne comprend pas à quel point derrière le PIB de tous les pays du monde se cache de l'eau dans le libre-échange, de l'eau qu'on utilise, et quand on n'en a plus ici, on l'utilise ailleurs. Et nous, on a toujours ce sentiment qu'on ne manquera absolument pas d'eau, et c'est vrai qu'on est la planète verte, que l'eau est toujours la même sur Terre depuis des millions d'années. Par contre, derrière, l'eau est en train de se modifier, et on est en train de la perdre sur nos continents. Et donc, on ne va pas aller la chercher, cette eau, sur l'Arctique et l'Antarctique, parce qu'on a 96,6% de l'eau qui est de l'eau salée, 2% qui se trouve dans les lancisses polaires, donc Antarctique, Arctique et Groenland. Mais c'est quand même assez compliqué d'aller chercher des icebergs, même si les Émirats arabes ont tenté dans les années 70 d'en remorquer. Ils se sont vite arrêtés en raison des freins que l'on avait sur le coût de transport. Donc la seule eau que l'on a de disponible, c'est l'eau qu'on a sous terre. On a 1% d'eau douce sous terre. Alors vous allez me dire, c'est magnifique, c'est merveilleux. Au dernier Forum mondial de l'eau, on s'est dit, ne vous inquiétez pas, on ne manquera pas d'eau, on a encore des nappes phréatiques. Sauf que ces nappes phréatiques, on est en train de les extraire massivement partout. Et on les extrait dans des zones où elles se sont infiltrées il y a 1 million d'années. On les extrait aujourd'hui jusqu'à les vider complètement. Je vous donne juste un exemple. En Libye, à l'époque, le colonel Kadhafi avait décidé, dans sa grande lubie, de créer la plus grande merveille du monde en créant une rivière artificielle. Il s'est mis à extraire dans une nappe fossile qui s'était effectivement là infiltrée il y a plus d'1 million d'années et qui avait mis des centaines de milliers d'années à se remplir. Et aujourd'hui encore, elle alimente la ville de Tripoli. C'est-à-dire qu'on est en train de vider massivement l'intégralité d'une nappe phréatique. L'équivalent de cette nappe phréatique, ça correspond à 6000 fois toute l'eau que l'on a dans l'atmosphère. Donc à un moment donné, il y a un dérèglement massif qui se joue parce que justement nous allons extraire dans nos nappes phréatiques sans jamais penser que ces équilibres d'eau souterrains, eh bien en réalité créent à un moment donné des équilibres superficiels. Donc on rajoute des parts d'eau supplémentaires et comme cette eau à un moment donné, elle se retrouve dans l'atmosphère, elle s'évapore et comme c'est le premier gaz à effet de serre, ça réchauffe l'atmosphère, elle finit par retomber massivement. En retombant massivement, elle apporte des pluies diluviennes, c'est ce qu'on a vécu au Pakistan. Et donc je crois que voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que partout où vous irez, dans tous les continents, aujourd'hui, on a surexploité massivement les nappes. Sur toute l'eau qui est directement accessible dans nos rivières et dans nos fleuves, c'est 0,00028% de l'eau disponible dans le monde. Donc, si l'on comprend à un moment donné qu'il va falloir préserver nos fleuves, qu'il va falloir préserver nos rivières, préserver l'intégration des liens entre les nappes et les rivières, derrière, c'est comprendre que l'eau, ça supporte notre énergie, l'eau supporte notre alimentation, l'eau supporte tous nos moyens de vivre. Et autant que vous êtes tous dans la salle, vous consommez tous entre 5000 et 7000 litres d'eau cachée dans vos modes de vie. Vous en consommez entre 2000 et 3000 dans votre assiette. Vous en consommez dans vos vêtements parce qu'il faut bien que le coton pousse à un moment donné pour pouvoir être extrait. Vous en consommez lorsque l'on extrait des fossiles et lorsqu'on extrait du pétrole, on injecte de l'eau pure. Lorsque l'on extrait du charbon, puisqu'on parle beaucoup de charbon, mais on ne parle jamais de l'eau qui se cache derrière, eh bien derrière, il faut de très grandes cuves d'eau pour pouvoir l'extraire. Et un exemple, en 2021, la Chine avait vécu une sécheresse historique. Et sur cette sécheresse-là, ils ont décidé massivement, parce que du coup il n'y avait plus d'eau dans leur barrage, de se reporter sur le charbon. Sauf que quand ils se sont reportés sur le charbon, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, il n'y avait pas assez d'eau pour pouvoir extraire ce charbon. Donc ils ont fini par aller au Qatar chercher du gaz naturel liquéfié. Et en même temps, au même moment, on avait les Pays-Bas qui n'avaient plus de vent dans les éoliennes offshore, qui ont dû aussi massivement aller, parce que l'électricité étant trop chère, et ils n'étaient pas connectés au gazoduc européen, qui à l'époque était encore accessible dans une partie de l'Europe, eh bien, ils ont dû aller chercher aussi ce gaz naturel liquéfié, et le Qatar s'est retrouvé à augmenter son nombre de méthaniers. Et donc, tout ça lié à un manque de vent d'un côté, à un manque d'eau de l'autre, mais en fin de compte, ce sont ces cycles naturels qui sont en train de se dégrader et que l'on
auxquelles on doit redonner leur valeur pour pouvoir comprendre que la résilience, ce ne sera pas une disruption parce qu'on a créé un nouveau système. C'est le fait de retrouver nos cycles naturels, c'est le fait de retrouver nos rivières, c'est le fait de laisser ce que l'on appelle des chaînes trophiques, c'est-à-dire qui mange qui et qui mange qui, et bien de les préserver. On a besoin de préserver le vivant parce que le premier utilisateur de l'eau dans le monde, et il faut tous qu'on le comprenne ici, avant l'homme et avant son économie, c'est le vivant. Et il faut absolument laisser cette eau disponible dans nos rivières pour qu'ensuite vous puissiez avoir quelque chose à manger dans votre assiette. Je vous remercie. Merci. On va donner la parole à deux lycéens, Riles et Sofiane. Allez-y, ouais. Appuyez sur le bout. Bonjour, je suis Riles Gélois de la Terminale Générale 3 du lycée Michel-Ange et nous sommes présents pour assister au débat qui nous a été accessible grâce à nos incroyables professeurs accompagnatrices, Madame Machin et Madame Julien. Et... Bravo. Alors, la Terminale Générale 3, avons une question à vous poser. C'est est-ce que le gouvernement français est suffisamment engagé pour le climat? Sinon, que peut-il faire de plus? Est-ce que, pardon, répète la question. Est-ce que le gouvernement français est assez engagé pour le changement climatique? Qui est-ce qui veut essayer de répondre? Eric? Frédéric? Je vais bien apporter un premier élément de réponse. Je pense qu'aucun des gouvernements dans le monde n'est suffisamment engagé dans la transition énergétique et dans le climat. Je pense que ça, on voit les résultats de la COP 27. On a à peine réussi à trouver un accord pour avoir un budget, un fonds financier pour les impacts du changement climatique, mais quid des fonds pour aider les pays pauvres à réaliser leur transition énergétique? Donc non, je pense que la réponse est clairement non. De ce qu'on vient d'entendre de mes derniers collègues, il faudrait changer complètement nos façons de vivre, nos façons de consommer radicalement, et surtout dans les pays européens, aux États-Unis. Et puis il faudrait aller beaucoup plus vite sur la transition énergétique. Donc non, la réponse est non. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre chose à dire? Une deuxième question, parce qu'effectivement là on a encore une minute. Bonjour à tous. Sofiane? Bonjour à tous, enchanté, je suis Fabien Norma. Je vais donc apporter une seconde... Mets-toi bien dans le micro. Je vais donc apporter une seconde question posée par la Terminale Générale 3 qui va reprendre ce que disait Monsieur H. Actuellement, du coup, la demande de batterie ne fait qu'augmenter. Est-ce que nous sommes capables de suivre cette demande et de continuer à produire autant de batteries? Et question qui en suit, est-ce que nous sommes capables de recycler intégralement ces batteries pour pouvoir les réutiliser? Merci. Alors, je vais vous répondre directement. Déjà, les batteries, on les produit pas. On va dire 75% des batteries à l'heure actuelle de véhicules électriques sont produites en Chine. Par contre, on a en Europe ce que l'on appelle une alliance européenne des batteries qui prévoit qu'à l'horizon 2026 ou 2027, on devrait produire au moins un quart des batteries de véhicules électriques. Après, est-ce que ça se recycle? Oui, bien évidemment. Tous les métaux se recyclent. Le problème, c'est comment on a éco-conçu ces batteries. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout part au niveau industriel, comment on a pensé la batterie, comment on a arrangé les différents éléments et quel type de standard de batterie on va avoir. Le problème, et ça je le dis souvent dans mes conférences, le recyclage ne va pas nous sauver. Le recyclage, ça va être une jambe pour accompagner la transition, mais encore une fois, regardez, et là c'est très très simple à vous montrer. Aujourd'hui, les véhicules électriques représentent 13% des parts de marché de l'automobile en France. On a un certain stock de véhicules électriques, mais il n'est pas assez important. Ce qu'on appelle le gisement en termes de recyclage, le stock de batteries, elle est trop faible pour que le recyclage soit efficace, efficient et qu'on ait des économies d'échelle. Donc là, on va vivre une décennie où en gros, on n'aura pas forcément assez de stock pour recycler. Par contre, opérationnellement, il va falloir penser à comment on fait ces batteries pour qu'elles soient le mieux recyclées. Et je continue avec mon allégorie sur le téléphone.
17% des téléphones portables uniquement sont recyclés en France. 17%. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, dans ces beaux téléphones-là, on a mélangé du plastique, des métaux, du verre, c'est-à-dire que la matrice de recyclage, elle est extrêmement difficile à réutiliser. Donc ça veut dire éco-concevoir dès aujourd'hui l'ensemble des produits. Éco-concevoir, c'est-à-dire concevoir des produits qui seront facilement recyclables. Tout à fait. Emma ? Peut-être pour compléter, juste pour expliquer à quel point quand on a la fin, derrière on met les moyens quand à un moment donné on veut atteindre un objectif. Il y a un désert qui se trouve au Chili, très en hauteur, dans lequel on extrait massivement du lithium. D'accord ? Et donc pour pouvoir extraire ce lithium, on a besoin de beaucoup d'eau. Sauf que dans un désert, c'est un peu compliqué. Eh bien, on a réussi à aller désaliniser de l'eau de mer, qui quand même coûte très cher, utilise beaucoup de polluants, rejette beaucoup de sel. On l'a fait remonter à peu près 1000 à 2000 km dans les terres et on l'a fait remonter à 2000 mètres d'altitude pour pouvoir utiliser cette eau. Donc on atteint quand même actuellement largement les limites de ces usages, même si on trouve de nouvelles terres en France pour produire du lithium. Alors il y a deux choses qui ont été envisagées et peut-être vous en avez entendu parler dernièrement. Il y a le fait d'aller racler dans les fonds océaniques, qui était une vraie question. Parce que vous avez des sortes de cailloux qui sont remplis de ces terres rares et en mettant des bulldozers dans ces fonds océaniques à moins 4000 mètres, déjà c'est un peu moins visible qu'une mine à ciel ouvert. Donc c'est quand même plus facile. Sauf que derrière, en fait, on détruit toute la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles seront les conséquences demain de ce qui se passe. Et puis des bulldozers, ça fait quand même du bruit. On s'est rendu compte que ça faisait du bruit jusqu'à 500 km à la ronde. Donc c'est-à-dire que les baleines qui passent par là, elles ont quand même quelques problèmes. Alors, parce qu'on est quand même assez intelligent en tant qu'humain, on a trouvé une solution. Une solution pour aller extraire là où on n'aurait pas de problème juridique, parce qu'il n'y a pas de tribunal qui derrière pourrait contrôler tout ça. Et donc on a décidé d'aller chercher ces métaux rares dans les astéroïdes. Et donc effectivement, il n'y a pas de tribunal intergalactique actuellement qui nous empêche l'extraction des astéroïdes. Et à l'époque où il était président, Barack Obama a donné l'autorisation justement d'aller extraire ces astéroïdes. Pourquoi ? Parce qu'un astéroïde d'1 kilomètre, c'est l'équivalent en fait de tous les matériaux rares dont on a besoin sur 1 an sur Terre. Donc c'est une voie qui est très sérieuse, qui est explorée actuellement. On se dit qu'on aura peut-être une base lunaire et puis ensuite on reviendra sur la Terre. Mais voilà, effectivement, il n'y a pas grand monde qui se plaint quand il y a un astéroïde qui disparaît dans l'univers. Mais c'est une vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui. C'était pour vous ouvrir un petit peu le débat plus largement. Bon, malheureusement, il est 11h04. Je ne sais pas s'il y a un autre débat immédiatement derrière, mais peut-être que vous allez suivre d'autres débats. Donc merci pour votre attention et j'espère que ça vous aura intéressé.